Dans la stratégie du Vietnam pour la période 2026 et 2030, avec vision à l'horizon 2045, les affaires extérieures occupent une place déterminante. Elles ne se limitent pas à la défense nationale en amont et à distance, mais participent directement aux objectifs de croissance en mobilisant des ressources externes indispensables à l'édification et au rayonnement du pays. Tel est le thème principal du courrier du Vietnam numéro 26. Pour donner suite aux grandes lignes définies par le 14e congrès du parti, le Politburo a adopté le 19 mai 2026 la résolution numéro 6 sur la mise en œuvre de la politique extérieure. L'organisation d'une conférence nationale consacrée à l'étude, à l'appropriation et au déploiement de ce texte illustre l'importance particulière accordée aux affaires extérieures dans cette nouvelle phase de développement. Elle traduit aussi la volonté de transformer rapidement les orientations du parti en actions concrètes. Dans ce numéro, le courrier du Vietnam rappelle l'importance du Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026, tenu les 9 et 10 juin à Hanoï, sous le thème « Façonner ensemble notre avenir, paix, prospérité, priorité à l'humain ». Ce forum s'est déroulé dans un contexte marqué par les incertitudes géopolitiques, les mutations économiques et l'émergence de nouveaux défis régionaux. Avec la participation de plus de 1200 responsables politiques, diplomates, experts et représentants d'organisations internationales, il a confirmé sa place parmi les principaux rendez-vous de réflexion sur l'avenir de l'ASEAN. Le courrier du Vietnam fait également l'éloge des politiques de la diplomatie populaire du pays qui entretient des liens étroits avec la politique extérieure du parti et la diplomatie d'État. Elle vise à permettre au monde de mieux comprendre le Vietnam, son peuple ainsi que les orientations et politiques du parti et de l'État, afin de susciter l'adhésion et le soutien des partenaires internationaux à l'œuvre d'édification et de défense de la République socialiste du Vietnam. Découvrez toute la palette de politique et diplomatique du Vietnam à travers les articles publiés dans le courrier du Vietnam numéro 26 ou sur le site lecourrier.vn. Récemment, dans le cadre de la 36e réunion des États parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, tenue au siège des Nations Unies à New York, la professeure associée et Dr Nguyễn Thị Lan Anh, vice-directrice de l'Académie diplomatique du Vietnam, a été élue juge au Tribunal international du droit de la mer, en obtenant le plus grand nombre de voix du groupe Asie-Pacifique. Il ne s'agit pas seulement de la réussite d'une personne, mais aussi de la reconnaissance du prestige, du rang et de la capacité de contribution du Vietnam aux affaires internationales, en particulier dans le domaine du droit international et du droit de la mer. Ce résultat réaffirme la politique étrangère indépendante du Vietnam, son attachement à la primauté du droit et sa contribution active au développement du droit international, notamment à travers la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Ce succès témoigne de l'appréciation positive des États parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à l'égard des contributions de plus en plus substantielles du Vietnam aux activités des Nations Unies. Đúng là chúng ta vừa có một kết quả bầu cử có thể nói là không thể tốt hơn. Il s'agit d'un résultat remarquable obtenu à l'issue d'une élection très compétitive face à des candidats de la région particulièrement solides. Ce succès a été largement salué par nos partenaires internationaux et constitue une reconnaissance du rôle, de la position et des contributions du Vietnam à la promotion du droit international, de la Convention de 1982 et des mécanismes de règlement pacifique des différends.
biệt là tòa án luật biển. Attaché de manière constante à la primauté du droit international et au respect de la Charte des Nations Unies, ainsi que de la Convention de 1982, le Vietnam poursuivra sa coopération avec les autres États membres afin de promouvoir l'application effective de la Convention, le règlement pacifique des différends, le renforcement de la coopération maritime, ainsi que le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et du développement durable des mers et des océans. Bienvenue dans cette édition spéciale du Courrier du Vietnam. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Dacian Ciolos, conseiller présidentiel et ancien Premier ministre de la Roumanie. Il est aussi candidat déclaré au poste de secrétaire général de la francophonie pour le mandat 2027-2030. Et bonjour M. Ciolos et bienvenue au Vietnam. Merci beaucoup et merci pour votre invitation. Oui, et à cette occasion exceptionnelle, rappelons un peu les relations bilatérales entre le Vietnam et la Roumanie. Et comme vous savez, le Vietnam et la Roumanie ont établi leurs relations diplomatiques en 1950 et nos deux nations sont aussi membres de la francophonie. Et comment évaluez-vous la coopération bilatérale dans cette organisation au cours de ces 76 dernières années? Le Vietnam, vous l'avez rappelé, la Roumanie a des relations diplomatiques depuis les années 50. Et d'ailleurs, le Vietnam est devenu, je pense, le principal partenaire de la Roumanie diplomatique, économique aussi dans cette partie du monde, en Asie du Sud-Est. Les relations sont actuellement à un très bon niveau parce qu'au-delà de la coopération universitaire et éducative, je crois que dans les 5-6 dernières années, il y a eu plus de 200 jeunes vietnamiens qui ont étudié en Roumanie avec des bourses offertes par la Roumanie. Et on continue d'ailleurs à offrir des bourses à des jeunes vietnamiens. C'est une tradition d'ailleurs parce que je me rappelle en 2016, quand j'étais Premier ministre en Roumanie et je visitais le Vietnam, j'ai fait une visite officielle, j'ai rencontré déjà une association des anciens étudiants vietnamiens qui avaient déjà 70 ans, 80 ans. Donc c'est une tradition dans les relations entre la Roumanie et le Vietnam qui continue. Après, on continue à avoir aussi de très bonnes relations économiques, des échanges commerciaux qui se renforcent. Pour certaines compagnies, comme une importante compagnie de production de médicaments, le Vietnam, je pense que c'est leur deuxième marché international. Je sais qu'il y a aussi une compagnie d'informatique vietnamienne, je crois que c'est FTP, si je ne me trompe pas, qui a déjà une représentation à Bucarest et qui envisage d'ouvrir une autre représentation dans la deuxième grande ville de Roumanie. Donc, au niveau diplomatique, au niveau politique, on a des échanges, des visites. En conclusion, pour la Roumanie, le Vietnam, c'est le principal partenaire politique, économique ici en Asie du Sud-Est. Oui, et quelle image portez-vous du Vietnam au sein de la communauté francophone, rappelant que notre pays a accueilli en 1997 le 7e sommet de la francophonie, aussi le premier en Asie-Pacifique jusqu'à maintenant? Voilà, mais le Vietnam a joué un rôle, je dirais, historique dans la francophonie parce que c'est le premier pays d'Asie qui a organisé un sommet de la francophonie en 1997, donc ça fait presque 30 ans. C'est à ce sommet qu'on a validé, on a adopté la charte de la francophonie, qui est une sorte de statut en fait pour la francophonie. Donc, et depuis 30 ans, on construit la francophonie sur la base de cette charte qui a été adoptée ici. C'est sur la base de cette charte que l'Organisation internationale de la francophonie a été créée, parce qu'avant, on avait juste une agence de coopération. Donc, le sommet de la francophonie organisé par le Vietnam a eu un rôle directeur pour la francophonie. C'est ici qu'a été élu le premier secrétaire général de la francophonie, Boutros Ghali.
Et depuis, le Vietnam est devenu aussi l'hôte de la représentation régionale de l'OIF, mais de l'Agence universitaire de la francophonie aussi, et continue à jouer un rôle clé, actif dans la francophonie. Donc, le Vietnam, j'oserais dire que c'est un pilier de la francophonie, notamment ici en Asie du Sud-Est. Oui. Et la Roumanie dispose-t-elle aujourd'hui d'atouts pour promouvoir la langue française et les échanges francophones avec le Vietnam? Vous avez aussi abordé précédemment, par exemple, les instituts culturels, des programmes de bourse ou des accords universitaires. Et réciproquement, comment le Vietnam pourrait-il valoriser son expérience francophone auprès de la Roumanie? Mais je pense que tout d'abord, le Vietnam utilisera ça si les jeunes Vietnamiens seront intéressés à le faire. Parce que c'est eux qui vont décider si la francophonie va résister ou pas, s'ils vont choisir le français. Donc si on va aider les jeunes à voir le choix du français comme un choix d'opportunité, que ça leur apporte quelque chose dans leur vie, je pense qu'ils vont le faire et ils pourront utiliser aussi mieux, de manière plus pragmatique, l'offre de la formation de la Roumanie aussi. Donc, j'avais rappelé le programme de bourse. Les jeunes Vietnamiens peuvent étudier en français dans des filières francophones en Roumanie. Je pense aussi qu'économiquement, j'avais donné quelques exemples de compagnies roumaines qui sont intéressées par le marché vietnamien, de compagnies vietnamiennes qui sont intéressées par le potentiel de la Roumanie aussi, qui est une porte ouverte pour l'ensemble de l'Union européenne. Donc, je pense que les jeunes Vietnamiens peuvent avoir l'intérêt d'étudier la langue française, y compris en Roumanie, pour mieux utiliser les opportunités de coopération entre la France et la Roumanie. Et c'est ça aussi ce qui est beau dans la francophonie, que des pays qui n'ont pas la langue française comme une langue officielle ou langue de travail, mais ils peuvent utiliser ça comme une langue pont pour leur propre développement d'un côté et de l'autre du monde. Et c'est comme ça que je vois aussi le potentiel de coopération entre le Vietnam et la Roumanie au niveau bilatéral, y compris en utilisant la langue française. Oui, et merci pour vos réponses et entrons dans le cœur de votre mission actuelle. En avril 2026, la Roumanie a officialisé votre candidature au poste de secrétaire général de l'OIF pour le mandat 2027-2030. Alors, quelle priorité souhaitez-vous porter pour renforcer le rôle de la francophonie comme espace de dialogue, de coopération et de développement? Mais tout d'abord, donner à la francophonie une direction d'avenir et rendre la francophonie un outil efficace de confiance et d'avenir pour les francophones et notamment pour les jeunes francophones, parce que c'est eux qui vont décider de l'avenir de la francophonie en fonction des choix qu'ils vont le faire. Et donc, moi, je souhaite aborder l'avenir de la francophonie avec audace, avec pragmatisme, du réalisme et aussi du courage. Et pour ça, je pense que tout d'abord, nous devons améliorer la gouvernance au sein de la francophonie, rendre l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, plus efficace en termes de gestion des ressources, la déterminer à travailler plus en coopération avec les autres opérateurs de la francophonie, parce que la francophonie, c'est un réseau. À côté de l'OIF, il y a aussi l'Agence universitaire de la francophonie, il y a l'Association des maires francophones qui travaillent ensemble, il y a le TV5 Monde aussi, il y a l'Université Senghor qui forme des spécialistes pour les administrations des pays francophones. Et donc, tous ces opérateurs et ces organisations, il y a des observateurs aussi sur différents sujets, il y a une alliance de patronat francophone. Donc, tous ces opérateurs et organisations doivent être aidés à travailler en réseau et donc, c'est ça aussi le rôle du secrétaire général. Et puis, j'aimerais aussi, en parlant de l'avenir de la francophonie, pour moi, l'avenir, c'est de lier tout ce qui a fait jusqu'à présent la francophonie en termes de coopération pour l'éducation, pour la formation, d'assurer l'employabilité de ces formations et d'assurer la connexion avec le milieu économique et encourager les pays de la francophonie dans la coopération économique et commerciale pour que
la coopération dans la francophonie apporte aussi de bien-être et apporte le développement aux pays membres. C'est ça le côté pragmatique et réaliste de la francophonie pour moi. Oui. Oui, vous avez beaucoup parlé de la coopération au sein de la communauté francophone, mais ici, notamment en Asie-Pacifique, comment comptez-vous promouvoir la langue française et aussi la visibilité de l'UF dans notre région? Mais je pense que cette région d'Asie francophone, elle utilise en fait la langue française au-delà de l'histoire patrimoniale. Elle continue à utiliser la langue française parce que ça lui permet des contacts et des liens avec d'autres parties du monde. On a des pays francophones sur tous les continents. Et donc, je pense que pour le pays d'Asie, c'est important que la langue française le rapproche de la coopération avec l'Afrique, par exemple. L'Afrique est au cœur de la francophonie. C'est le nombre le plus important de pays francophones sur le continent africain. L'Afrique, c'est un continent avec un potentiel de croissance important, avec un nombre important de pays francophones. Donc, l'Asie peut utiliser la francophonie pour renforcer leur coopération avec le pays d'Afrique. C'est pareil avec les pays européens. C'est pour ça que j'avais parlé de la coopération économique que je souhaitais voir renforcée dans la francophonie, parce que je pense que ça va attirer aussi le pays d'Asie-Pacifique à être plus actif dans la francophonie. Donc, c'est autour de ça, de l'éducation, de la formation, de la coopération économique, de partenariats autour de la coopération entre les femmes et les jeunes, que je pense les pays d'Asie-Pacifique peuvent être aussi plus mobilisés. Je sais qu'il y a aussi des sujets spécifiques en Asie. Je sais qu'il y a beaucoup de pays océaniques qui sont très intéressés par un échange d'expériences et de bonnes pratiques sur les questions de changement climatique, des pays qui sont très affectés par ça, ou la question de la sécurité alimentaire. Donc, je pense qu'il y a des thèmes comme ça qu'on peut choisir où on peut entamer des projets ou renforcer des projets qui existent déjà au sein de la francophonie pour que le pays d'Asie-Pacifique soit plus actif et qu'ils sentent que la francophonie, c'est pour eux aussi, pas seulement pour les pays de régions dominantes. Oui. Et vous avez aussi des discussions avec notre rédaction du Courrier du Vietnam. Et comme vous savez, le Courrier du Vietnam, relevant de l'Agence vietnamienne d'information, est l'un des rares journaux francophones en Asie du Sud-Est. Et quel rôle attribuez-vous aux médias francophones dans la vitalité et le rayonnement de la francophonie dans cette région Asie du Sud-Est? Mais le média, c'est d'abord le principal instrument pour maintenir les liens entre les francophones, pour permettre aux francophones d'autres pays d'apprendre ce qui se passe ailleurs au sein de la francophonie. Le Courrier du Vietnam fait ça très bien parce que, d'après ce que j'ai compris, ça ne s'adresse pas seulement aux francophones vietnamiens et d'ici d'Asie, mais maintenant, par les différents moyens, vos productions médiatiques peuvent être contactées et accessibles d'autres parties du monde. Et là-dessus, je pense que la francophonie, le secrétariat général de la francophonie a un rôle aussi pour ce qu'on appelle la découvrabilité des productions francophones, parce que les médias font des produits francophones, produisent des contenus francophones, mais il est important que sur les réseaux numériques, par exemple, ces produits soient aussi visibles et accessibles à travers le monde. Donc ça, je pense qu'on a des choses à faire. Et puis, aligner aussi toutes ces productions médiatiques aux nouveaux instruments numériques d'intelligence artificielle pour faire en sorte que ça ne soit pas seulement d'instruments de communication, d'échange entre les francophones, mais que ce soit aussi des instruments de créer des opportunités. Quand les compagnies, les entreprises ou ceux qui veulent investir leurs capitaux veulent apprendre plus de l'environnement francophone de certains pays de la francophonie, ils peuvent utiliser aussi vos productions médiatiques et vous pouvez promouvoir aussi ce genre d'initiatives. Donc, les médias francophones sont aussi une sorte de colonne vertébrale au sein de la francophonie pour maintenir cette dynamique et ces échanges. Merci infiniment, Monsieur Dacian Cholost, pour nous avoir accordé cet entretien et nous souhaitons plein succès à votre mission.
Merci beaucoup et merci pour cette opportunité de m'adresser à vos téléspectateurs. Oui, merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, retrouvez l'intégralité de cet entretien sur notre site lecourrier.vn et nos réseaux sociaux. Au revoir et à très bientôt.